Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Elodie. Bonjour, comment vas-tu ? Alors écoutez, ce matin, je dois vous faire une confidence. Je connais très bien l'invité du jour, Elodie Billard. Je te reçois dans les magnifiques salons de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon. Voilà, qu'on salue évidemment, qui est notre lieu labellisé pour les Cafés des Lyonnes. Elodie Billard, alors normalement dans cette émission, je vous vois les gens. Ça me perturbe de te tutoyer, mais je vais te tutoyer. Mais tu peux me vous voyer si non, tu veux. maintenant qu'on est, on est m'adapter. parti. Tu es aujourd'hui coach professionnel certifié et tu accompagnes les managers et les dirigeants d'entreprise de manière générale. Et j'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse t'entendre à ce micro parce que tu as fait une reconversion professionnelle. Oui. Et donc forcément, tu as dû passer par des étapes qui sont où on se pose plein de questions Oui. et on ne sait pas trop où on va. Et après, une première carrière où tu étais plutôt dans les relations presse, la communication, le secteur public. Donc j'avais envie un petit peu qu'on explore avec toi ces métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ce sont les gens qui accompagnent ceux qui sont plutôt en position de prendre la parole et d'être dans la lumière. Donc j'avais envie qu'on prenne ce temps d'échange avec toi, avec Elodie. Lyon parmi les Lyonnes depuis très très longtemps. Oui, ça fait un petit moment. Voilà. Mes premières questions, Elodie, de l'émission, tu la connais très bien, mais est-ce que tu es une femme engagée ? Et ça veut dire quoi pour toi, être une femme engagée ? Alors oui, je suis une femme engagée, c'est une certitude. Après, l'engagement peut avoir plusieurs nuances. Donc j'ai des engagements associatifs avec des soutiens financiers, j'ai des engagements associatifs, notamment avec je suis très animaux, tu vois, j'ai les Lyonnes et j'ai aussi les Antilopes, qui est une association qui soutient les entrepreneurs en difficulté. D'accord. Donc, on fait des accompagnements dans la logique de mon métier. Et puis, je suis engagée professionnellement. Et je me suis tellement engagée professionnellement que je suis même allée jusqu'à l'épuisement professionnel. D'accord. D'où ma reconversion, et on en parlera plus tard. Voilà. Mais oui, je suis une femme engagée. Je suis une femme engagée je suis une femme engagée discrète. Je te l'ai dit en arrivant en coulisses, c'est ma deuxième interview. Avant, j'étais plutôt de l'autre côté du micro, j'accompagnais les gens, et là, c'est la deuxième. Et c'est pas évident, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident. Tous les conseils que tu as donnés à tous les gens que tu as accompagnés, tu essaies de te les appliquer. Et puis surtout, j'ai envie d'être nature. À l'aube de mes 50 ans, tu vois, de m'assumer comme je suis, avec mes qualités et puis mes petits défauts. Voilà, parce que Pourquoi c'est important d'être engagé ? Pourquoi ça apporte quoi ? Ça apporte de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ça apporte aussi de la reconnaissance. Ça fait travailler son ego. Si tu es engagé bénévolement, certes, tu donnes de ton temps, mais tu reçois tellement en échange que c'est aussi sympa de s'engager. Et puis, moi, je ne conçois pas la vie sans être engagée parce que ça donne une dynamique, parce que je vais en général jusqu'au bout des trucs. Donc voilà, donc c'est ça pour moi, être engagée. Tu trouves qu'aujourd'hui, les femmes en France, elles sont suffisamment présentes dans le débat public, au sens de la présence dans la cité, d'une manière générale ? Je pense qu'elles sont encore assez timides et discrètes, que celles qu'on voit, c'est pas toujours celles qu'on a envie de voir. Mais aussi, on voit plein de nanas géniales et on a plein de filles dans notre entourage qu'on connaît et qu'on aurait envie de valoriser. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de rejoindre l'équipe des Lyonnes. C'est cette valeur féministe sans être opposée aux hommes qui font partie de notre paysage. Et de nos vies aussi. Et de nos vies accessoirement. D'une manière générale. D'une manière générale, oui. voilà. Et avec qui on est souvent complémentaires, parfois en compétition, souvent alignés et cohérents dans ce qu'on fait ensemble. Donc voilà, moi je trouve que c'est très chouette. À l'aune de ton expérience professionnelle et de ton expérience personnelle, tu dirais qu'elles manquent de quoi, les femmes aujourd'hui, pour réussir ? Elles manquent d'audace. En fait, je pense qu'on doute tellement de nous, on est tellement éduqués pour être discrètes, des petites filles bien sages, premières à l'école de préférence, ne pas faire de vagues parce qu'on doit être élégante, voilà, dans notre posture, que parfois on se bride en fait. Souvent on se bride, et je ne suis pas la seule Lyonne à dire ça, j'imagine bien à ce micro, mais on manque d'audace, on manque de... Ouais, d'audace, c'est le mot qui me vient spontanément, d'audace. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ? Alors, quand j'étais petite, tu vas te marrer, tu sais ce que je voulais faire ? Non. Je voulais être générale dans l'armée. Ah, carrément ? Ouais, parce qu'en fait, je trouvais ça cool de commander. C'est pas faux, c'est plutôt sympa. Et après, j'ai eu un petit côté palmage, j'ai trouvé que l'uniforme n'était pas joli. Oui, et ça, surtout, tu aurais changé la couleur. Non, c'est surtout que je suis plutôt quelqu'un de libre, qui aime faire les choses à sa manière, comme elle a envie. Et autant dire que dans l'armée, tu fais pas trop ce que tu veux. Tu as un peu un cadre quand même. Procédures, oui, c'est ça. Quelques procédures qui ont un sens. Oui, bien sûr. Donc ça, c'était mon truc de petite fille toute petite. Ah oui, ok. Et l'autre truc que j'avais envie de faire, c'était de travailler avec mon père qui fabriquait des chaussures. Alors là, rien à voir. Rien à voir. Pour les dames, il faisait des chaussures ? Oui, il faisait des chaussures et voilà, et c'est un métier passion pour lui. Ah bah oui, carrément. Il a été entrepreneur pendant des années, d'où mon engagement
aussi sur les entrepreneurs. Il a habillé les pieds des femmes pendant des années. Il s'est fabriqué des chaussures. Aujourd'hui, c'est un heureux retraité, mais Ouais. voilà. Donc, il sait faire des talons, il sait faire des talons. Il a même fabriqué des chaussures de princesse pour certains mariages de quelques C'est princesses génial. européennes. Ouais, voilà. Ok. Donc j'avais envie de faire ça parce que toute petite, mon environnement familial, c'était quand j'étais dans ma maison, assise dans mon bureau, que je faisais mes devoirs. Et ben en fait, à l'autre bout de la rue, en face, il y avait l'entreprise de mon père et il y avait mon père dans son bureau que je voyais. Et c'est pour moi, alors c'est la minute complexe de Deep, mais c'est un modèle de courage, d'entrepreneuriat, de résilience aussi, parce que Ouais. la vie d'entrepreneur, c'est fait de bas et de haut. Ouais. Donc voilà, c'était Avec ça. un petit côté Cendrillon, là, la chaussure faite à ton pied. Avec un petit côté Cendrillon, puis avec un petit côté patrimoine familial que j'avais envie de sauvegarder, sauf qu'on était plusieurs enfants et que nos parents, parce qu'ils travaillaient avec son frère, nous ont dit très tôt, de toute façon, le métier de la chaussure, c'est un métier hyper compliqué. Donc faites autre chose de votre vie, volez de vos propres ailes. D'accord. Voilà. Donc Et- ça, t'as compris que... Donc, ouais, non. ça c'est resté une petite frustration. Et du coup, je l'ai transformé plutôt en un toc. Hein. J'ai des bonnes excuses pour acheter des chaussures. J'ai un référent qualité régulier. Ah, là, ça, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Et puis voilà, j'ai des petits tocs qui me restent de regarder les pieds des gens. Voilà. Alors, justement, du coup, tu fais quelle étude tu fais? Tu t'orientes vers quoi? Alors, eh bien, j'ai rencontré assez tôt une dame qui était attachée de presse, donc en relations médias, qui travaillait justement pour l'entreprise de mon père. Ouais. Et en fait, assez vite, j'ai toujours aimé l'écriture, la relation avec les humains, etc. Et je ne savais pas trop quoi faire, j'avais pas envie d'être journaliste. Et en fait, j'ai échangé avec cette dame et ça a été une révélation. Je me suis Ah dit, oui? ah vraiment, Ok. c'était un vrai déclic, engagement. d'accord. Je me suis dit, je veux absolument être attachée de presse, c'est le métier que j'ai envie de faire. Donc j'ai fait les FAP à Lyon pour cela. D'accord. Je suis partie bille en tête dans des agences à Paris où j'ai fait des relations presse, des lancements de produits et autres. Et puis, Donc, tu t'es formée, quoi. ouais, je me suis formée, puis je me suis éclatée. J'ai adoré Ouais. ce que j'ai fait, vraiment. Et sauf que ma vie familiale, ma vie amicale était plutôt à Lyon. Donc je suis rentrée à Lyon. J'ai continué à faire des relations presse un temps. J'ai eu des opportunités d'aller dans les services publics, endroit que j'aurais jamais imaginé fréquenter un jour. C'est là où Ouais. on s'est rencontrés. Ouais, tout à fait. Et j'ai continué à faire des relations presse autrement, avec des élus, avec des administratifs, sur des projets géniaux, Citral, à la région. Voilà, j'ai eu la chance de faire les relations presse du premier prolongement du métro B, Ouais. avec un tunnelier qui passait sous le lit du fleuve. Donc, Oui, avec des gros enjeux. des gros enjeux, et puis entre guillemets, un produit génial à valoriser oui. dans les médias, parce que Ouais. qu'est-ce qu'il y a de plus important, enfin, un des éléments fondateurs de la construction des cités, c'est bien les transports aussi, comment ils se développent ou ils se développent pas, selon les cités, mais Ouais. voilà. Et donc, j'ai vraiment... Puis l'aspect technique, découverte, voilà, c'est toujours quelque chose Non, là, qui m'a c'est animée. intéressant ce que tu dis parce que les métiers d'attaché de presse, ils sont très méconnus. Oui, On se rend pas compte à quel point il faut s'imprégner de la matière. Ça demande Bien sûr. énormément de travail de préparation. C'est-à-dire que c'est des profils plutôt généralistes, Mhm. mais qui doivent se transformer en mini spécialistes. un mini spécialiste du sujet que tu vas porter et proposer aux journalistes. Ouais. Moi, j'ai aussi, et je pense que toi, tu as dû faire pareil aussi, hein, j'ai aussi beaucoup travaillé dans la relation avec les journalistes, entretenir la relation, comprendre qui ils étaient, de quoi ils avaient besoin pour bien faire leur boulot, de quoi avaient besoin leurs médias pour valoriser les trucs et les sujets. Donc voilà, donc ouais, c'était un métier que j'ai aimé longtemps. Et puis, Ouais. puis il y a un moment où j'ai fait ça pendant des années avec amour, puis à un moment, moi je suis curieuse, je me lasse en général assez vite. J'ai besoin d'être nourrie, de faire des nouvelles choses, de me challenger tout le temps, de mon D'accord. engagement. Et du coup, j'ai repris des études parce que, petit complexe d'imposteur, voilà, je me suis dit, un master en com, forcément ça suffit pas, donc je vais en faire un ok. deuxième. D'accord, pour être sûr. Ouais, pour être sûre, parce que j'avais envie de viser des postes à responsabilité, Ouais. voilà, avec du management. Voilà. Donc je suis repartie au CELSA en 2011, Ok. refaire un deuxième master éclair. Et puis j'ai atterri dans une collectivité que tu connais, qui s'appelle Saint-Étienne, où c'était mon premier poste de manager, Ok. qui n'a pas été que simple, hein, parce que je suis passée de 0 personne à manager à 25 d'un coup. Donc, Ouais, ok. voilà. D'accord. Donc c'était plutôt sympa et c'était une expérience humaine très enrichissante. Et finalement, tu vas me trouver un peu dingue, hein, mais pendant mes études au CELSA, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de faire de la com. Ouais, c'est possible. Tout ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'il y avait autour, la sociologie, l'anthropologie, l'éco, voilà. Et je suis quand même allée à Saint-Étienne parce que j'ai eu cette opportunité-là. Je me suis éclatée, je me suis bien fait mal aussi parce que j'ai vraiment beaucoup bossé. D'accord. Jusqu'à l'épuisement professionnel. Et puis, voilà. Pourquoi épuisement professionnel?
c'est toi qui te mettais la pression, C'était un c'est peu des contre, c'est les deux. C'est les deux, c'était je pense avec le recul, Ouais. un surengagement. D'accord. L'envie de bien faire avec un directeur général des services qui ne m'avait pas forcément choisi au début. C'est D'accord. plutôt le côté politique qui m'avait Ouais. choisi. Du coup, l'engagement de se dire, ok, je vais faire mes preuves et tu vas voir que je suis capable. Ok. Donc voilà, le surinvestissement. Donc mais ça, c'est beaucoup, est-ce beaucoup que de c'est un truc boulot. un peu féminin, ça, ou pas spécialement? Je sais pas si c'est féminin, mais c'est très billardesque en tout cas. Ok. Mais je pense que c'est un peu féminin. Je pense qu'on a toujours à cœur de bien faire, de prouver qu'on est capable. Je pense que les mecs doutent autant que nous. Ouais. Peut-être qu'ils ne le montrent pas, ils ne le montrent pas de la même manière. Oui, mais pourquoi on a ce syndrome de l'imposteur en permanent collé au basket? Eh bien, écoute, si je trouve la réponse, je reviens et je donne la réponse à toutes les lionnes qui vont nous écouter. Non, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire que tu avais envie de... T'avais une quête de légitimité Oui, parce j'avais que une tu avais quête de l'impression que légitimité. t'étais pas... Parce que clairement, ce qui m'avait été envoyé, c'est vous avez jamais été manager, donc est-ce que vous allez être capable, quoi? Et il faut bien commencer quelque part. Exactement. Donc voilà, et puis c'était galvanisant, plus les trajets quotidiens entre Lyon et Saint-Étienne. Ouais. Voilà, je pense que des journées Est-ce qu'il y a eu un changement de mandature qui était une super aventure humaine aussi. Est-ce qu'il y a eu des signaux à un moment donné qui Oui, auraient dû des alertes qui auraient dû te... Ouais, il y a des signaux de fatigue, de petits bobos qui reviennent régulièrement. D'accord. Je dors moins bien. Donc là, tu les vois pas Non. et Puis j'écoute pas ma maman qui me dit « Oh, calmos, petit cheval. Ah ouais. C'est bon, t'inquiète. » Voilà. Changement de mandature, donc stress de retrouver un job. Donc j'ai enchaîné dans une association, une ONG à Lyon. D'accord. Où je pense que j'avais déjà un peu de plomb dans l'aile et ça s'est super mal passé dans la relation avec mon N+1, qui était une femme particulièrement désagréable et malveillante. Ouais, ça arrive, ouais. Voilà, et ça arrive. Du coup, c'était aussi une expérience. Et du coup, un jour, je suis rentrée, voilà. T'as craqué. Complet. Ah ouais. Et mon compagnon, que tu connais aussi, voilà, il me regardait, il me disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis « J'en peux plus. » Il me dit « Cherche un autre boulot. » Je dis « Ah non, mais je crois que là, je peux pas, en fait. » Ouais. Et je me suis effondrée complètement. Et je suis restée sur le carreau 2 ans et demi. Hein. J'ai passé 2 ans et demi out. Ouais. Et de cette expérience, finalement, j'en trouve un bénéfice. Oui. Parce que ça m'a permis, une fois que j'ai un peu remonté la pente et arrêté de chougner toutes les 5 minutes, je me suis reconstruite différemment. Je me suis posé les questions de pourquoi j'étais allée jusque dans le mur, à qui j'avais envie de prouver des trucs, à moi-même, à mon environnement familial, à des gens autour de moi, que oui, j'étais capable, que je m'étais quand même vachement abîmée. Et du coup, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Donc, j'ai entamé un bilan de compétences. D'accord. J'ai rencontré une coach. Ouais. On a travaillé ensemble pendant quasiment 1 an, à mon rythme, dans le respect de mes avancées et mes reculs. J'ai fait plein d'enquêtes métiers, j'ai rencontré plein de gens différents. J'ai exploré toutes les pistes. Donc en fait, tu as pris du temps pour toi. J'ai pris du temps pour moi. De toute façon, je n'avais pas le choix, en fait. Ouais. Au départ, je n'avais pas le choix. Ouais. Et après, je me suis dit, quitte à avoir un genou à terre, voire 2, en fait, si tu vas remonter la pente, mais fais-le différemment. Ouais. Dégoût, rejet total de tout ce qui avait trait à la communication, ce qui est souvent le cas quand tu fais un burn-out. Oui, c'est logique. Voilà. C'est trop. C'est trop, c'est un trop-plein, un trop plein. Voilà. Et la question de l'accompagnement est assez vite arrivée, parce que comme tu l'as dit dans ton propos introductif, finalement, les métiers de la com, c'est surtout des métiers d'accompagnement. On accompagne les autres à être dans la lumière, à savoir parler, à formuler les idées qu'ils ont envie de formuler pour bien les dire dans un média ou ailleurs. Et je me suis dit, en fait, le coaching, en fait, au début, c'était l'accompagnement au changement. Et j'ai commencé à faire des missions d'accompagnement au changement en travaillant sur les transformations d'environnement de travail, en construisant avec des équipes des nouveaux environnements de travail qui correspondaient à leurs besoins, en parlant de télétravail, du coup, comment t'organiser tes semaines de boulot. C'était juste avant le Covid. Après Covid, donc, on a tous fait doigts de pied en éventail, plus ou moins, sauf le corps médical. Et puis, je me suis formée en parallèle au coaching professionnel parce que j'avais besoin d'un truc qui me légitimerait d'être pro dans les accompagnements. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 coachs. Un homme qui m'avait coachée quand j'étais directrice à Saint-Étienne. Et Aïcha, une coach qui m'a accompagnée dans mon bilan de compétences. Et ça a été une évidence. Mais j'ai mis du temps à digérer tout ça. Et je me suis formée que 2 ou 3 ans après mon bilan de compétences. Et je me suis dit, si tu veux être coach, ma petite, il faut que tu sois entrepreneur. Parce que dans les entreprises, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Ou alors que dans les grands groupes, et en général, tu as une double casquette, RH, coach. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, je fais ça. Et je suis partie complètement
complètement égocentriquement de ma vie personnelle de manager en me disant, putain, qu'est-ce que je me suis sentie seule en tant que directrice à des moments. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. Et de me dire, tiens, un espace où tu peux parler des choses de ton quotidien, faire un pas de côté, analyser les situations autrement, avec quelqu'un qui est ton père PAIR, dans la relation, qui va t'aider à voir les choses autrement, à voir le côté positif, etc. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et pour moi, c'était la suite logique de l'accompagnement en com, sauf que je le faisais différemment, avec moins, beaucoup, pas de conseils du coup, mais plus de je travaille avec toi, je te questionne et je vais t'aider à trouver en toi les ressources. On va identifier les freins, voir comment les lever. Mais voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse dans la relation humaine, en individuel, en binôme ou en équipe. Parce que je travaille aussi avec les équipes. Alors, c'est très chouette ce que tu nous dis parce que j'en tire 2 enseignements. Le premier, c'est que tu as mis à profit tout ton parcours. Ouais. Le bon comme le moins bon. Oui. Mais finalement, tout a eu une utilité et a été réutilisé. Ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, si tu es une bonne coach, c'est aussi parce que... Je sais pas si je suis une bonne coach, mais en tout cas, je suis coach. Mais en tout cas, tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire que quand tu peux comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, comprendre la difficulté d'une interview quand on n'en a jamais fait soi-même, c'est plus difficile. Quand on en a fait, après, on les conseille, on les revoit un petit peu. Moi aussi, je suis dans le même cas que toi. Donc après, on se dit, ah ouais, j'ai dit ça, mais c'est vrai que... Donc tu as tiré tous ces enseignements et tu en as fait une force. Et puis surtout, tu sors d'une période difficile. Ouais, c'était il y a 10 ans, tu vois. Donc oui, mais ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que tu le transformes en courage et tu vas quand même sauter le pas, d'être à ton compte, de te mettre... Ouais. C'est super difficile, ça. C'est un stress quotidien. Oui, puis c'est l'angoisse du chiffre d'affaires, voilà. Comment je me fais connaître. Comment je mange le mois prochain, quand même. Exactement, comment je mange le mois prochain, même si quand t'es pas toute seule, c'est quand même... tu vois, ouais, l'équipe aussi, mais t'as quand même ta fierté aussi de dire, si je bosse, c'est pour être pression, donc c'est quand même une belle leçon que tu nous donnes. C'est une belle leçon, c'est pas le but, mais c'est un partage d'expérience plutôt, tu vois, de se dire... Je dis pas que c'est facile tous les jours, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'ai eu des coups de mou, et des retours en arrière, des doutes, en me disant mais qu'est-ce que tu te fais suer à être entrepreneuse finalement si t'es salariée. Tu prends un truc sympa, un peu planqué, puis tu fais du bénévolat ailleurs sur les trucs qui te font vibrer. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de ça en fait. Oui, c'est ça. Après, voilà, j'ai la chance de pas vivre toute seule et du coup de pouvoir être soutenue dans mes projets et dans tout ce que je fais. Et oui, voilà. C'est important l'entourage. C'est important l'entourage et puis j'ai la chance d'être bien accompagnée dans ma vie personnelle et d'avoir un homme qui me soutient pleinement, à sa manière, mais qui me soutient pleinement dans ce que je fais. Tu vois, hier soir, on était en train de dire demain je vais chez les Lyonnes, qu'est-ce que je fais ? Elle me dit mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis Alexandra, elle est sympa. Alors qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce que je leur dis ? Surtout la dernière question, mais bon. Belle transition. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer ? Des coachs, on a l'impression qu'il y en a tous les 4 mètres. Je te confirme, il y en a tous les 4 mètres. D'ailleurs, à telle enseigne qu'on ne sait pas faire la différence. Donc on se dit, oulala, je ne vais pas aller me mettre coach, même si je sens que moi, je suis plutôt faite pour conseiller, accompagner. C'est quoi ? Il faut quelle qualité ? C'est quoi qu'est-ce que tu as envie de partager avec les Lyonnes ? Pour devenir coach ? Ouais. En fait, je pense que déjà, il faut aimer les gens. Mais il y a beaucoup de métiers où il faut aimer les gens, mais il faut aimer la relation, il faut aimer questionner, aller chercher. Alors ne me dis pas, je voudrais mettre l'humain au centre. L'humain, il est forcément au centre de tout ce qu'on fait, de toute façon. On n'en peut plus de cette phrase. Ah non, on n'en peut plus de cette phrase, on est d'accord. Et pourtant, en fait, si on n'est pas là, nous les humains, bien sûr, c'est très différent. Ok, mais donc qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence pour moi, c'est que tu pars de la personne. C'est-à-dire que tu fais un travail d'enquête finalement pour comprendre qui elle est, identifier ses atouts, identifier les freins qui nous habitent tous et qui peuvent être présents à un moment, présents tout le temps, un petit fil conducteur ou ponctuellement. Identifier les envies. En fait, si tu viens voir un coach, c'est que tu as envie de faire bouger quelque chose dans ta vie. C'est parce que tu es flippé, parce que tu vas prendre la parole en public, c'est parce que tu es manager et que tu as des difficultés relationnelles avec tes équipes ou tu ne sais pas comment te positionner dans ton codir, que tu sois un homme ou une femme. Les problématiques, elles sont souvent les mêmes, elles ne sont pas exprimées de la même manière. Et le coach, en fait, il va t'aider. Imagine que tu prends une petite montgolfière, comme ça, hop, tu montes et puis tu regardes Alexandra d'en haut et tu te dis, OK. Donc du coup, en fait, finalement, la situation, elle est très différente quand je la regarde comme ça. Oh, mais j'avais pas vu ça, mais c'est ça génial, je vais pouvoir m'en servir autrement. Mais j'ai déjà fait ça dans mon ancienne vie, donc en fait, je peux le ramener dans cette vie en le faisant différemment. Voilà. Et puis, s'autoriser le droit à l'erreur, le droit à tester des choses et à se dire, non, finalement, j'ai pas envie.
Le petit truc qu'il faut gérer, c'est la frustration, parce que normalement, quand tu es coach, tu donnes pas de conseils, ce qui est très différent. Oui, c'est vrai. Ce qui est très différent de la posture de communicant ou de conseil en communication, parce que tu viens avec des solutions, tu proposes des solutions à ton client et il choisit. Là, tu peux faire des suggestions par des questionnements habiles. Voilà, mais tu pars vraiment de la personne telle qu'elle est et tu essaies avec elle, travailler, l'aider à avoir des prises de conscience. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'en fait, créer une meilleure version de toi-même, pour moi, ça veut rien dire, quoi. C'est juste qu'à un moment donné dans ta vie, soit tu patouilles à un endroit et tu dis je vais aller prendre de l'air et me faire accompagner par quelqu'un, soit je sens que j'ai un truc à améliorer mais je vais pas y arriver toute seule ou tout seul. Donc du coup, voilà, je me fais accompagner comme ça. Mais il y a plein d'autres formes d'accompagnement. Il faut trouver la bonne personne. Et un coach, comment on fait pour être coach ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour être coach, il faut se former. Ouais. Il y a plein d'écoles de formation différentes. Moi, quand j'ai choisi de me former, j'avais une obsession, c'est d'avoir un titre reconnu par l'État parce que j'avais besoin d'un petit blanc-seing, légitimité, etc. Et j'avais l'idée de retourner dans les services publics d'une manière ou d'une autre. Et je savais que c'était sans doute un critère important. Donc, se former. Et une fois qu'on est formé, pratiquer et encore être accompagné. Moi, j'ai de la supervision. La supervision, ok, d'accord. C'est fait partie de l'éthique professionnelle. Okay. La supervision, c'est un coach comme toi qui est donc un père aidant, PAIR toujours, et qui va t'aider à analyser ta pratique professionnelle, prendre du recul, amortir ce que tu prends toi, parce que quand tu travailles avec l'humain et la matière humaine, tu absorbes les émotions, les énergies, bonnes ou mauvaises. C'est vrai. Donc, alors moi, j'ai choisi de le faire en collectif. Parce que tu me connais, j'aime bien travailler toute seule, faire toute seule, mais j'adore la dynamique collective. Ouais. Et la supervision collective, on est 8-10 coachs. Et en fait, on travaille ensemble et on se voit tous les mois et demi. Ouais. Avec vraiment à la fois des montées en compétences sur des nouveaux outils, tester des choses avant de les faire avec nos clients. Ah oui, d'accord. Et puis, des cas pratiques. Ouais. Voilà, j'accompagne X... quand il m'a parlé de ça, j'ai été hyper émue. Du coup, j'ai pas su comment gérer. Peut-être que j'ai un peu merdouillé. Ou là, je suis coincée dans le processus. Comment je fais pour l'aider à avoir un déclic ? Ouais. Donc ça, c'est très précieux et très enrichissant pour moi. C'est un vrai espace ressources. Okay. Et c'est la garantie de qualité du travail pour les clients que j'accompagne. Je fais partie d'une fédération professionnelle aussi, où il y a des espaces... où on parle des questions de tarifs, on parle des compétences référentes quand tu es coach. Voilà. Il y en a plein de fédérations pro. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre ? L'idée, c'est de se former régulièrement, de mettre à jour sa technique, sa pratique, et puis de faire preuve d'humilité, parce que on peut se former, on apprend, on ne sait pas tout, loin de là, et celui qui sait, c'est surtout le client, en fait. Et alors, Élodie, dernière question de cette émission. Si tu avais une baguette magique ou une feuille blanche, quelles mesures toi tu prendrais pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles, plus actives dans ce débat public ? Alors je vais te dire un truc complètement décalé, parce que j'ai réfléchi à cette question en me disant waouh, je suis qui pour avoir une proposition ? Et je me suis dit finalement beaucoup de choses partent de l'enfance. Ouais. Donc j'aurais envie de donner des cours de désobéissance aux petites filles. Ok. Pour qu'elles arrêtent d'être premières de la classe, qu'elles arrêtent de vouloir plaire à leur papa ou à leur maman. Et je dis ça en plaisantant, mais l'idée derrière, c'est de se dire avoir un sens critique, oser, avoir de l'audace. Et du coup, pour les parents et le corps enseignant aussi, encourager. Tu vois, on a été éduqués à la bonne note, la mauvaise note, mais plutôt être dans quelque chose qui te permet de comprendre ton erreur et de progresser plutôt d'être dans le bien, pas bien, mention, pas mention. Voilà. Et plutôt dans une dynamique de progression et d'amélioration et d'expérimentation, d'oser. Ouais. Eh bien, magnifique conclusion pour cette émission. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, merci Élodie d'être venue partager ce Café des Lyonnes ce matin. Accueillie dans ce café, dans ce bel endroit qu'est l'Intercontinental. Magnifique endroit. On a quand même de la chance à Lyon. On a toujours de la chance, nous, l'équipe des Lyonnes. On la câline notre chance, en tous les cas. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. À bientôt.